Alors, Jean-François de la Monneraie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et ben voilà, Jean-François Lamenneret. Je suis un médecin généraliste retraité. Il se trouve que mon fils est décédé, un fils qui vivait avec la schizophrénie et qui est décédé maintenant il y a 4 ans, qui a vécu tout près de chez moi, là, une maison qui est à côté, pendant 11 ans avec sa schizophrénie, qui est décédé brutalement dans une nuit après une fête bien arrosée avec ses copains. Voilà. Et quand son histoire a commencé, j'exerçais encore, j'étais médecin généraliste, et je me sentais mais, parfaitement incompétent, ignorant, même si j'avais rencontré d'ailleurs auparavant la schizophrénie 10 ans avant son histoire à lui, à travers des compagnons d'Emmaüs, parce que il se trouve que j'accompagne beaucoup une communauté d'Emmaüs qui est tout près d'ici, et je voyais beaucoup de personnes qui avaient vécu à la rue, etc., et tout, qui se retrouvaient dans des communautés et qui vivaient avec une psychose, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui ne m'était pas indifférent, et j'avais été extrêmement marqué par la solitude de ces personnes-là. Voilà. Donc je me suis dit, il n'est pas question, enfin, pour moi le seul problème de la schizophrénie, c'était que mon fils ne s'enferme pas dans sa solitude. Et donc avec mon épouse, on l'a aidé à vivre à côté de chez nous. Et il a gardé sa bande de potes pendant 11 ans. Il a mené une vie, je dirais, tout à fait digne à côté de chez nous, ce que je ne voyais pas autour de moi, entre autres chez les patients que je suivais, qui vivaient dans des états d'enfermement que je trouvais souvent dramatiques. Voilà. Bon, ça c'est mon histoire de père. J'étais médecin généraliste, mais voyant un peu ma situation, mon incompétence aussi, pour accompagner mon fils, il m'a fallu désapprendre beaucoup de choses par rapport à mes idées de médecin d'ailleurs. Et j'ai au bout de quelques années, mais au bout de quelques années seulement, adhéré à l'UNAFAM, où j'ai pu apprendre quand même beaucoup de choses, effectivement, depuis maintenant quelques temps, enfin, je participe davantage à l'UNAFAM. Voilà. Alors, quel est l'objet de l'association UNAFAM? Alors, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des proches, des familles de personnes qui vivent avec des troubles ou des handicaps psychiques. Voilà. Et alors, l'objectif de l'UNAFAM, c'est d'accompagner les familles, ensuite de les aider à se former pour se prendre en charge et prendre en charge leurs proches, et puis de faire évoluer la situation, parce que c'est souvent dramatique, de lutter contre la stigmatisation, de favoriser la recherche, de favoriser le lien entre l'institution médicale et les familles, ce qui est souvent très compliqué. Quel rôle est-ce que vous y jouez vous-même dans cette association? Alors, personnellement, j'ai plusieurs missions. L'UNAFAM est divisée en délégations départementales. Dans la délégation départementale de l'Aisne, j'ai plusieurs missions. Je représente l'UNAFAM auprès de la MDPH, dans le cadre de ce qu'on appelle la CDPH. CDAPH, c'est la commission d'attribution, entre autres des allocations d'adultes handicapés, mais d'un certain nombre de droits ouverts aux personnes handicapées. Donc là, je représente l'UNAFAM à ce niveau-là. J'ai aidé à la création d'un conseil local de santé mentale sur Soissons. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Je me suis formé pour être formateur des familles dans le cadre de ce qu'on appelle les ateliers d'entraide prospect, où on fait une formation des familles, non pas tant une formation sur les troubles psychiques eux-mêmes, mais sur leur capacité d'accompagner et de se prendre en charge auprès de leurs proches qui est lui-même malade. Voilà. Quels seraient les points positifs de votre activité à l'UNAFAM? C'est compliqué. Ce qui me paraît le plus intéressant pour le moment, c'est de savoir que depuis 2 ans, on a pu constituer ce conseil local de santé mentale. Et je pense que l'UNAFAM y est pour beaucoup, parce qu'il y a maintenant
plus de 2 ans, presque 3 ans, on avait rencontré l'ancien maire de Soissons, on lui avait parlé de ce que c'était qu'un conseil local de santé mentale. Il ne savait pas, effectivement. Il y avait déjà eu une ébauche d'incitation, on n'en était que là. Et depuis, quelque chose s'est constitué. Et c'est un lieu de rencontre que je trouve absolument formidable, dans lequel, malheureusement, là, c'est pas forcément un point positif, je regrette énormément que ne soient pas représentés les vrais usagers de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'associations, de malades, de choses comme ça. Voilà. Alors, autre chose, ben, le lien avec la MDPH, je trouve extrêmement intéressant, et la rencontre avec tous les autres handicaps, effectivement, ça permet de relativiser un certain nombre de choses, effectivement, et de ne pas enfermer l'UNAFAM dans une vision trop égocentrée, hein, de ces problèmes. Je trouve ça pas mal, effectivement. Du coup, quels seraient les points négatifs ou les points de difficulté? Yeah. C'est tellement énorme. Si je parle, enfin, les difficultés pour l'UNAFAM elle-même, enfin, dans l'évolution de l'UNAFAM, ou des difficultés pour nos proches, finalement. Je vous invite à répondre à la question comme vous l'entendez. Si je considère la situation des personnes qui vivent avec un trouble ou un handicap psychique, les énormes difficultés, entre autres dans l'Aisne, c'est l'accompagnement dans le travail. Il n'existe aucun ESAT psychique, c'est-à-dire dédié vraiment aux personnes handicapées psychiques. Il y a maintenant quelques places dans l'Aisne ouvertes pour des personnes handicapées psychiques, mais dans des ESAT qui étaient plus dédiés au handicap intellectuel, beaucoup plus qu'au handicap psychique. Il y a ça, l'absence totale de ce qu'on appelle des ESAT de transition, c'est-à-dire pour accompagner dans le droit commun les personnes handicapées psychiques, l'absence même d'accompagnement, même sans passer par un ESAT, dans le droit commun, effectivement. La question du logement. La question du logement est une catastrophe à mon sens, dans la mesure où on n'a pas de logement même dans le droit commun pour accompagner correctement des personnes handicapées psychiques, mais on n'a pas de résidence accueil dans l'Aisne. Il y en a une qui vient de se créer à Laon, mais c'est tout à fait récent, effectivement, ça c'est assez nouveau. Mais enfin là, il y a un manque catastrophique de ce point de vue-là. Et puis toute la question de la stigmatisation. J'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, malgré le travail que fait l'UNAFAM, malgré le travail que fait l'ACISM, effectivement aussi. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, et on est dans l'actualité, parce que quand on voit ce qui vient de se passer au niveau d'Antenne 2, et puis de cette fameuse émission, je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle, Fort Boyard, là, tout. C'est une catastrophe de voir le point de vue des journalistes, des personnes de la télévision sur ce que c'est que le handicap psychique et les prises en charge et l'enfermement, etc. et tout, ou la façon dont on en fait un jeu, quoi. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que la frontière est difficile à voir entre ce qui est une appropriation par la société de quelque chose d'inquiétant, mais on ne sait pas quels sont, jusqu'où ça permet l'appropriation par la société de questions qui les concernent aussi, autour de la folie. Non, ce qui me gêne, c'est l'espèce de façon dont ça tourne au jeu de façon un petit peu dramatique, enfin, finalement. Pour ce qui est de la stigmatisation, il y a les mots, hein, mais par exemple, on voit à l'UNAFAM beaucoup de familles qui ne supportent pas, dès qu'ils entendent des journalistes parler de schizophrénie à propos d'autre chose que de la psychiatrie. C'est quelque chose qui personnellement ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est que finalement, le mot est parfois profondément détourné, dévoyé de ce qu'il signifie, effectivement. Quand c'est bien vu, quand ça montre bien la dissociation que représente la schizophrénie, cette capacité de penser le tout et son contraire à la fois, etc. et tout, et la souffrance que ça peut entraîner, je veux bien, mais on l'utilise de façon un petit peu dramatique et n'importe comment, ce qui est un peu dommage. Et pour revenir à ce que je pourrais espérer, moi je suis très marqué en matière de déstigmatisation, mais je pense qu'il y a tout un énorme travail à faire, à commencer par les écoles. Ça va depuis la maternelle, ça va depuis des choses comme ça, effectivement, comme pour l'autisme d'ailleurs, comme pour des choses comme ça.
l'autisme, la schizophrénie, ça commence plus tard, mais quand on voit, quand on voit entre autres dans certains pays la façon dont introduire dans le droit commun, dans les écoles et tout, des enfants autistes dans les classes, et ça a amélioré la condition des autres élèves, si vous voulez, ça me paraît absolument extraordinaire de savoir que finalement, là, c'est une prouesse en matière de déstigmatisation, effectivement. Oui, j'allais justement vous demander ce que vous imaginiez pour améliorer les choses globalement dans le champ de la santé mentale. Donc c'est vrai que vous répondez particulièrement sur la déstigmatisation, qui, on l'a bien compris, est fondamentale pour vous. Du coup, quelles seraient vos préconisations? J'ai une conviction personnellement, c'est... bon, je parlais plus de la schizophrénie que je connais pour l'avoir vécu auprès de mon fils pendant ces 11 années, mais je pense que toutes les solutions passent par un maître mot qui est celui d'accompagnement. Je pense qu'il faut accompagner dans les soins la personne, il faut l'accompagner dans le travail, il faut l'accompagner dans le logement, et jamais oublier que cet accompagnement, il est multifocal, et il existe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est bon. C'est à ce prix-là qu'on peut parler d'autonomie de la personne, effectivement. Je pense que là aussi, c'est très important. Je pense qu'il y a un dévoiement dans la population de la notion d'autonomie. On voit l'autonomie comme indépendance. Et si on veut que la personne schizophrène soit indépendante, c'est souvent une catastrophe. On peut être autonome sans être indépendant. Je suis convaincu. Simplement, l'autonomie, pour moi, c'est être capable de faire des choix, d'avoir un sens de la vie, d'avoir des désirs, de pouvoir faire des choix dans sa vie, si vous voulez, bon, et le pouvoir de les réaliser. Or, on s'aperçoit que très souvent, c'est dans la capacité de réalisation que ça ne va pas. Mais la personne, elle peut faire des choix. Elle peut. Et ça, souvent, on n'en tient pas compte, effectivement. Oui, la question de la bonne et la mauvaise dépendance, quoi. Hein. Il y a une part de dépendance saine, hein, dans l'évolution de l'humain, une dépendance nécessaire, hein, qui... ensuite, parfois des chemins se révélant être des impasses. Ouais. Mais je dis ça, c'est parce que l'accompagnement, pour moi, quand je dis que c'est le maître mot, mais qui dit accompagnement veut dire des emplois d'accompagnants. Et enfin, en matière de psychiatrie, même pour des personnes bipolaires, des schizophrènes, etc., la vraie réponse, c'est pas de créer des murs, de pas créer des lieux, c'est de créer des emplois d'accompagnants, si vous voulez, avec des personnes suffisamment disponibles, qui soient multicompétentes pour accompagner la personne dans les différentes... dans sa vie de citoyen, finalement, effectivement. Et c'est à ce prix-là qu'on peut petit à petit espérer que la personne se rétablisse. Un maître mot, c'est également l'idée de rétablissement. Je pense que même les psychiatres, souvent, n'y croient pas. C'est une vision extrêmement négative du devenir d'une personne. Une fois que le diagnostic de schizophrénie est porté, souvent, c'est foutu d'avance pour les psychiatres. Alors qu'on voit des situations de rétablissement absolument extraordinaires, pourvu que la personne soit accompagnée suffisamment précocement. En quoi consiste ce rétablissement ? Le rétablissement, c'est à l'origine quelque chose qui vient des anglo-saxons, des Américains. Ce sont les usagers qui ont créé cette idée de rétablissement. Et en disant, tout ce que vous ferez pour nous sans nous, vous le faites contre nous. Grossièrement, c'est ça finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut envisager que la personne aille mieux que quand elle est partie prenante de son programme d'amélioration, finalement, de rétablissement. Et je crois que ça, c'est absolument essentiel à comprendre, effectivement. Et donc c'est ça, et l'idée que il faut savoir accompagner les gens, y compris dans des voies qui nous semblent a priori vouées à l'échec au départ, mais qui vont permettre à la personne accompagnée de prendre conscience que non, là c'est une impasse effectivement, mais on l'a accompagnée, donc elle sera confiante, donc on pourra aller ailleurs après ça avec elle. C'est souvent des pas de côté comme ça qui font que petit à petit on peut s'améliorer. Ce qui me marque, moi, alors bon, je ne vais pas mettre comme un idéal ce qu'a vécu mon fils, mais savoir qu'il a pu vivre pendant 11 ans sans travailler, je crois qu'il était incapable de travailler, il était toujours envahi malgré ses neuroleptiques par des hallucinations et petits moments de bouffées délirantes également. Bon,
mais peu importe, il a donné du sens à sa vie, il a participé à des associations, il s'est déplacé, enfin, il n'arrivait pas à se déplacer tout seul, mais je l'ai accompagné à pas des congrès ou des séances de formation dans certains types d'associations autour du tiers-monde, entre autres. Il s'y intéressait énormément, effectivement, par exemple, au CDATM, comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Il est allé en Belgique, il a fait valoir sa manière de penser au milieu des autres. C'est-à-dire qu'il donnait du sens à sa vie. Il avait une estime de soi qui renaissait quand on l'écoutait. Je trouve que c'était des choses absolument passionnantes. Mais s'il n'était pas accompagné, jamais il n'aurait pu faire ça. C'est un accompagnement permanent. Je pense que dans la schizophrénie, il y a un problème de l'initiation de l'action. Souvent, la personne a une difficulté à entreprendre les choses qui est insurmontable si elle n'est pas accompagnée pour le faire très souvent. Et puis parfois, mais c'est parfois très long aussi, avec le temps, on voit la personne petit à petit beaucoup plus sûre d'elle et y arriver. Mais je pense qu'autre chose, au niveau de la médecine, si vous voulez, les neuroleptiques, c'était remarquable pour vider les hôpitaux, si je puis dire. Hein. C'est vrai qu'on voyait moins de délire, moins d'hallucinations, donc la personne un peu plus capable de vivre socialement dans la cité, si je puis dire, mais l'apathie, enfin, tout ce qu'on appelle les signes négatifs, était souvent même exacerbé par les traitements. Donc ça, c'est une catastrophe, effectivement. Là aussi, je dirais, il y a encore plus de raisons d'accompagner que, malheureusement, les traitements pharmacologiques que l'on peut donner aggravent d'autres symptômes, finalement. Donc ça me paraît essentiel aussi. Bon. Je vous rappelle le titre du film, qui est Bien dans sa tête, tout un parcours, 3 petits points, qu'en pensent les acteurs concernés. Voilà. Est-ce que, on a redonné ce titre-là, vous avez quelque chose à nous dire pour conclure, pour ouvrir peut-être, pour aller plus loin? Je reviens à ce que je disais au départ, la solitude. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir que mon fils, qui a pu être diagnostiqué extrêmement précocement, dès les premiers délires qu'on s'en est rendu compte, effectivement, a pu avoir accès à la psychiatrie très rapidement. Il a vu son psychiatre, il l'a vu pendant 11 ans, une fois par mois, très régulièrement. Des consultations longues qui leur convenaient tous les deux, d'ailleurs, parce que j'en ai devenu d'ailleurs très ami avec son psychiatre. Bon, ça nous a aussi facilité la tâche. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 11 ans, je voyais à l'UNAFAM, entre autres, que des familles qui étaient complètement déboussolées parce que par les hospitalisations longues de leurs proches. Je crois qu'on peut vivre avec sa schizophrénie sans avoir jamais été hospitalisé et que c'est une chose qui est possible. Même si souvent on a l'impression que les psychiatres n'y croient pas parce qu'ils ne voient que les gens hospitalisés, j'ai envie de dire, quelque part. Mais je crois qu'on peut éviter, en prenant les choses très précocement en charge, éviter énormément de crises. Pas tout, et même la crise, on peut la prendre en charge sans passer par la case hôpital, qui souvent est une catastrophe et qui ne fait qu'aggraver la solitude des personnes. Enfin, c'est d'ailleurs quelque chose dont on prend encore plus conscience en regardant les travaux d'ethnopsychiatrie. Hein, il y a effectivement des pays, je pense au Maghreb, hein, où les possibilités qui sont ouvertes en introduisant les esprits dans l'affaire, hein, les bons et les mauvais esprits, en introduisant la magie, tout un monde de l'imaginaire dans ces affaires-là, et que ça soit justement moins médicalisé, permet une bien meilleure acceptation par la société des sujets, entre autres schizophrènes. Il y a autre chose. J'ai l'habitude de dire, un peu provocateur, que la maladie psychiatrique est une maladie contagieuse. Ça, moi, je le pense très très fortement. Si on regarde, quand même, entre les personnes bipolaires, les personnes schizophrènes, ça doit faire quelque chose comme 3-4% de la population. Si on regarde 3-4 personnes proches d'eux, touchées par la maladie de leurs proches, effectivement, si on regarde la difficulté de vie des personnes proches accompagnantes, c'est parfois une catastrophe. Si on regarde les dépressions que ça entraîne chez les proches, si on regarde les troubles du sommeil, si on regarde etc. et tout,
je trouve ça complètement dingue. Et qu'il n'y ait pas une prise en charge collective de la situation. Il y a une petite idée qui me vient en tête, là, comme ça. Je me dis, mais ce qui me paraît dingue, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on fait un diagnostic de schizophrénie chez un adolescent ou un adulte jeune, effectivement. On ne prévoit jamais d'emblée une formation, une consultation pour discuter avec l'entourage accompagnant de la situation et comment accompagner leurs proches, si vous voulez. Si on faisait ça très tôt, on gagnerait énormément. Si on crée, mais il en existe, mais dans l'Aisne, on l'a vu pour l'UNAFAM sur Saint-Quentin, il y a 2 ou 3 ans, c'est arrivé 2 années de suite, et puis c'est tout, ça s'est arrêté après. Les programmes de psychoéducation des familles, c'est remarquable, c'est de diminuer de 50% les hospitalisations des proches dans l'année qui suit. C'est quelque chose d'étonnant, mais qu'on ne prend pas en considération. Voilà des choses qu'on pourrait améliorer, effectivement. La psychoéducation des familles, ça me paraît essentiel, effectivement. Bon, très bien. Eh bien, on vous remercie grandement d'avoir accepté de témoigner face caméra.